pour parler un tout petit peu, une petite heure à peine, j'imagine, de cette question nature-culture qui est, comme vous le savez, une question piégée. Ça fait partie de ces dichotomies comme inné et acquis, l'un étant de droite et l'autre de gauche, si j'ai bon souvenir, qui honnêtement n'ont plus énormément de sens si on a une petite idée de comment se construit un animal. Donc, mais il reste que cette question de nature-culture est une question qui peut être abordée dans le non-sens par le biais de deux conférences. La première étant pourquoi nous sommes des singes et la deuxième pourquoi nous ne sommes pas des singes. Et que serait ça dans 15 jours. Donc le thème de ces deux conférences, c'est de vous démontrer en fait que l'opposition nature-culture est une opposition qui, d'un point de vue purement biologique et culturel d'ailleurs, est dénuée de sens. Voilà. Alors, quand je dis des singes, j'aurais pu dire des bêtes. Pourquoi nous sommes des bêtes? Pourquoi nous sommes des bêtes? Ça va de soi, c'est-à-dire que nous avons un ancêtre commun avec toutes les bêtes. Je crois qu'à part dans quelques pays qui encore mettent à égalité l'enseignement, dans l'enseignement l'histoire de la création du monde telle qu'elle est racontée dans l'Ancien Testament, et la théorie darwinienne, ou la théorie darwinienne telle qu'elle a elle-même évolué depuis maintenant 1859 avec l'origine des espèces, je pense que tout le monde s'entend pour dire que nous sommes des bêtes dans la mesure où nous avons une histoire commune avec toutes les bêtes, et peut-être même avec les plantes, bien entendu, et les bactéries, dont on ne sait pas si elles sont des plantes ou des bêtes. Donc c'est un petit peu de ça que je vais parler dans cette première conférence, avec une référence à l'organe que nous préférons tous, qui est donc notre système nerveux, et en particulier notre système nerveux central. Et dans la deuxième conférence, que je vous annonce tout de suite, donc pourquoi nous ne sommes pas des bêtes, eh bien, nous parlerons des propriétés très particulières, malgré tout, de ce système nerveux central de Sapiens. Je ne parle pas d'Homo, parce que, bon, Homo, le chimpanzé, est maintenant dans le genre Homo. Homo pan paniscus, Homo pan troglodytes. Notre cousin chimpanzé fait partie des hommes, mais d'Homo sapiens. Et j'essaierai de vous convaincre de cette chose qui est totalement évidente. Il suffit d'entrer dans cette salle. Que, en fait, par bien des aspects, nous ne sommes pas des singes, bien entendu. Mais il y a des gens qui continuent à penser que non. C'est-à-dire qu'il y a une empathie pour l'animal qui est attendrissante. Donc là, ce que vous avez, c'est un mutant. Enfin, le mutant, il est près de moi. J'ai pas de trucs comme ça, c'est pas grave. De toute façon, c'est plutôt une discussion que j'aimerais avoir avec vous, et puis les images, c'est pour faire joli, donc je peux vous les décrire un tout petit peu. Mais sur la gauche, ce que vous avez, c'est une tête de mouche qui vous regarde de très près, et il y a une petite structure vers le haut, entre les yeux, les deux trucs à facettes, comme ça, c'est des yeux. Vous avez des antennes. Les mouches ont des antennes. Les antennes, c'est l'équivalent, si vous voulez, du nez pour la mouche. C'est-à-dire que c'est avec les antennes qu'elles sentent. C'est leur système olfactif. Et à droite, vous avez une mouche qui, à la place des antennes, a des structures très particulières. Vous voyez, c'est plus des antennes, c'est des pattes. C'est le mutant qu'on appelle le mutant Antennapédia. Donc ce mutant vous démontre que, à l'aide d'une mutation relativement simple, c'est-à-dire quelque chose qui atteint le génome, vous êtes capable de changer morphologiquement la forme d'une bête. En particulier, lui mettre des pattes à la place des antennes. Vous pourriez lui mettre aussi des ailes à la place des yeux, ou des balanciers à la place des ailes. Et c'est des expériences qui sont nées ces observations sur les mutations à effet morphogénétique sont nées du travail qui était fait donc à l'Université Columbia au début du siècle, au début du siècle dernier. Quand je dis début du siècle, moi je pense toujours 1900, mais bon, c'est trop tard. Donc début du siècle dernier, par le grand généticien américain Morgan. Et à l'époque, on ne savait pas très bien ce que c'était qu'un gène. Il faut savoir que la structure des gènes, la nature chimique des gènes a été découverte en 1942 par les expériences d'Avry.
Et qu'en 1900, quand on plaçait les gènes les uns à côté des autres, c'est-à-dire par des expériences de recombinaison, quand Morgan localisait les gènes sur les chromosomes de la mouche, c'était de la pure théorie. Il ne savait pas ce que c'était qu'un gène. Il pensait que les gènes, il pensait que les gènes, c'était des protéines. Donc vous voyez cette petite, ici, ces petites antennes transformées en pattes. Et cette mutation, ou ces mutations, sont très importantes. Parce qu'elles expliquent comment, d'une certaine façon, le plan de l'animal peut passer d'une génération à l'autre. Si vous prenez un œuf c'est une cellule, et au bout de une période qu'on appelle le développement, cet œuf se transforme en organisme. En l'occurrence, si c'est un œuf de poule, en poule. Mais si c'est un œuf de cochon, en cochon. Et si c'est un œuf de sapiens, en sapiens. Et ça a l'air de rien, je pense que c'est une expérience extrêmement ahurissante que de voir cette cellule se multiplier, créer des milliards de cellules qui migrent, qui meurent, qui se différencient, et au bout du compte, vous avez une forme qui est la forme de l'animal que vous auriez pu prédire en voyant la forme de l'œuf. Ça, c'est la raison, c'est que de génération en génération, les animaux se passent le plan de l'organisme, et quand ils ont fait ces mutations ont été découvertes et qu'on a vu des mutations qui pouvaient transformer un organe en un autre, on se dit on tient les déterminants géniques qui permettent de coder le plan du corps. Parce que ce que vous voyez ici, c'est que cette mouche s'est trompée. Elle a mis des pattes dans ce segment, alors que les pattes, normalement, sont sur le 3e segment thoracique. Donc le plan a été modifié, mais en même temps, on a découvert les gènes, entre guillemets, on a une voie d'entrée dans la découverte des gènes qui permettent de comprendre comment se construit le plan de l'organisme. Et ça, c'est vrai pour tous les organismes. En même temps que, évidemment, cette entrée était tout à fait importante pour notre compréhension de comment se construit un organisme, en même temps, elle est importante pour notre compréhension de comment évolue un organisme. En particulier, il ne vous a pas échappé qu'il y a des mouches qui ont il y a des insectes qui sont des diptères, qui ont une paire d'ailes, mais vous avez aussi des insectes, des arthropodes, comme la libellule, qui ont 2 paires d'ailes. Or, il y a d'autres mutants, par exemple celui-là, le mutant qu'on appelle ultrabithorax, dans lequel le segment thoracique, ici numéro 3, est transformé en segment thoracique numéro 2, et la petite structure ici qu'on appelle l'altère, qui permet à la mouche de voler droit, transformée en une 2e paire d'ailes. Donc l'idée, si vous voulez, c'est que ces gènes qui sont impliqués dans la construction des organismes sont des gènes qui, s'ils sont mutés au cours de l'évolution, peuvent aussi être impliqués dans le développement évolutif, c'est-à-dire dans l'évolution des espèces. Ça a été quelque chose de très important parce que cette découverte de ces nouveaux gènes, cette classe de gènes qui est une classe de gènes très particulière, il y a gènes et gènes. Il y a des gènes qui codent pour la couleur des yeux ou la forme du poil, qui sont des gènes très importants si on a envie d'avoir les yeux bleus ou le poil blond, mais c'est un problème mineur. Il y a des gènes qui codent pour la forme des organes, et ça, c'est un problème beaucoup plus important. Ce n'est pas les mêmes catégories de gènes. Alors ces gènes qu'on appelle des gènes de développement, qui sont impliqués évidemment dans le développement des structures et aussi dans leur maintien, bien entendu, tout au cours de la vie, eh bien ces gènes sont probablement des gènes qui, quand ils sont mutés, ou quand des séquences qui permettent leur expression est mutée, c'est-à-dire qu'ils sont exprimés plus longtemps, pas au même endroit, vont introduire des modifications morphologiques majeures dans les organismes et donc conduire à des modifications qui peuvent être, si elles sont sélectionnées, importantes dans la création de nouvelles espèces. Donc tout d'un coup, via ces gènes, on avait accès à des mécanismes, on pouvait penser avoir accès à des mécanismes qui permettent de comprendre non seulement le développement, mais aussi l'évolution. Et ça a été probablement une des grandes révolutions de la biologie de ces 20 dernières années. C'est relativement récent, disons 40 dernières années, depuis 1960-70, que d'avoir fait, grâce à l'élucidation de la structure de ces gènes et petit à petit de leur mécanisme d'action, fusionner d'une certaine façon des domaines aussi éloignés que l'évolution, le développement et la génétique, et la naissance d'une nouvelle discipline qu'on a appelée, que les anglo-saxons appellent EVO, pour évolution-développement. Alors, pour aller un petit peu vite, si vous voulez, chez la mouche, la drosophile, c'est la fameuse mouche, ces gènes sont portés par un seul chromosome, qui est ici représenté, avec les gènes qui sont représentés le long de ce chromosome, vous voyez ici, avec d'avant en arrière des gènes dont les mutations modifient la morphogénèse des organes qui sont situés depuis l'avant jusqu'à l'arrière de l'animal. Et ça, c'est une règle qui a été découverte par Ed Lewis, qui a eu le prix Nobel et qui est malheureusement mort récemment, la règle de collinéarité.
c'est-à-dire que les gènes qui sont responsables de la morphogénèse des organes les plus antérieurs sont en 3' du chromosome, pour l'appeler en avant du chromosome, et au fur et à mesure que vous allez vers l'arrière du chromosome, de 3' en 5', vous rencontrez des gènes qui codent la forme d'organes de plus en plus postérieurs sur l'homunculus, c'est-à-dire en fait sur la structure même du corps de la mouche. Et ça, c'était très intéressant. Une autre chose qui est extraordinairement bouleversante, d'une certaine façon, c'est qu'on a cloné tous ces gènes. On s'est rendu compte qu'ils avaient une structure commune, une petite région qui était commune. Je ne rentre pas dans les détails parce que ce n'est pas intéressant, c'est technique. Et vous pourrez toujours m'envoyer un mail ou me demander des renseignements ou aller sur le web si vous voulez. Mais sur la base de ces régions conservées, on a cherché si ces gènes étaient aussi exprimés chez les vertébrés, c'est-à-dire chez les souris, mais aussi chez les hommes, chez tous les animaux à poils et à plumes, d'une certaine façon. Même chez les crapauds qui n'ont ni poils ni plumes, comme vous savez. Et effectivement, ces gènes existent aussi, mais ils existent sur 4 chromosomes cette fois-ci. Les voilà, ces 4 chromosomes, parce que l'ancêtre commun, un de nos ancêtres, qui n'avait qu'un seul complexe, on les appelle complexe homéotique, et ce complexe s'est divisé 2 fois, 1 donne 2 et 2 donne 4, ce qui fait qu'en fait on a 4 copies du plan du corps, parce qu'au fond ce que vous avez c'est le plan du corps. Mais les règles qui sont connues chez la mouche sont très proches des règles que nous avons chez nous, c'est-à-dire qu'en fait, quand on va d'avant en arrière sur chacun de ces chromosomes, on rencontre des gènes dont les mutations effectent des régions de plus en plus postérieures, depuis l'avant jusqu'à l'arrière, sur le corps, cette fois-ci du vertébré. C'est-à-dire, nous sommes des vertébrés. Hein. Les singes aussi sont des vertébrés. Donc ça avait quelque chose de fascinant. Ça suggérait qu'effectivement, nous avons un ancêtre commun avec la mouche, la souris a un ancêtre commun avec la mouche, donc nous aussi. Et ce qui était encore plus frappant, c'est quand on a regardé les structures des gènes qui sont dans les mêmes positions, dans les rouges, les jaunes, les bleus, etc., on s'est rendu compte que ces structures étaient extrêmement conservées. Que non seulement ces structures étaient conservées, mais que si je supprime le gène rouge chez la mouche et que je le remplace par un gène rouge de souris, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on appelle ça une complémentation génétique. Donc non seulement les sites d'expression sont conservés, non seulement les fonctions de morphogénèse sont conservées, mais il y a une complémentation génétique, c'est-à-dire qu'on peut remplacer un gène homologue à travers l'évolution venant d'une espèce pour une autre espèce très éloignée. Il faut savoir que nous sommes séparés des arthropodes, nous autres vertébrés, il y a quand même quelque chose comme 600 millions d'années. Vous me direz, 600 millions d'années, c'est rien. Quand même, la vie sur Terre a 3 milliards d'années, donc c'est pas rien, 600 millions d'années. Donc la preuve, s'il en est, et n'en déplaise à certains, que nous avons une origine commune avec les mouches, et donc d'une certaine façon, si nous sommes des mouches, on peut bien être des singes, hein, en gros, quoi. Voilà. Alors, ces gènes-là, qu'on appelle les gènes OX, sont exprimés dans le corps jusqu'à une région qui n'inclut pas la tête, hein, et qui n'inclut pas le cerveau. Mais il existe chez tout le monde, chez les vertébrés, des gènes qui sont très proches de ces gènes-là, qui sont des gènes qui sont exprimés dans le cerveau, qui sont aussi des gènes de développement, qui ont des structures assez voisines. Et vous voyez ici, c'est une très vieille diapositive que j'ai empruntée à Dado Boncinelli, c'est un papier qui est publié en 1990 ou 1991, je ne sais pas, un truc comme ça. Et ce que vous pouvez voir, c'est que ces gènes sont exprimés dans le neuroépithélium, c'est-à-dire la couche de cellules qui va se développer pour donner le cerveau, hein, ça c'est le télencéphale, ça c'est le diencéphale, les encéphales, le rhombencéphale, et que, là j'en ai mis que 4, hein, ou 3 pour pas compliquer, mais vous voyez qu'immédiatement, que chaque microdomaine du cerveau peut être caractérisé par une combinatoire d'expression de ces gènes. C'est-à-dire que ces gènes, leur combinatoire d'expression, dans la structure qui va vous donner le cerveau, eh bien, c'est-à-dire dans cette espèce de couche de cellules qui va se développer pour donner un cerveau, à l'avant de l'organisme, eh bien, ces gènes déterminent des petits territoires qu'on pourrait appeler des segments, un petit peu comme des segments chez la mouche. Et c'est en fonction de la combinatoire qui est exprimée dans ces petits segments que ces segments vont donner naissance à des structures cérébrales particulières, à des formes cérébrales particulières, à des organes cérébraux particuliers. Et bien entendu, c'est assez important parce que là, vous faites ce qu'on appelle un bord. Hein. Vous voyez que si vous regardez par exemple un cerveau, ça j'y reviendrai dans un instant, si vous regardez ça, c'est les aires dites de Brodmann, ça c'est un cortex adulte humain. Vous voyez que par exemple, ici c'est ce qu'on appelle les aires visuelles primaires.
les aires 17. Mais vous voyez que les aires visuelles primaires sont séparées des aires visuelles secondaires 18 par un bord qui est un bord extrêmement net. De même, les aires du langage, de même les aires auditives, de même les aires cognitives à l'avant. Tous ces petits symboles marquent des ruptures extrêmement nettes, c'est des compartiments qui se sont développés. Donc le rapport, si vous voulez, vous voyez que là vous avez d'autres animaux qui ont aussi des frontières, mais les frontières sont différentes et les surfaces sont différentes, je vais y revenir. C'est particulièrement important parce que le cours de l'évolution, qu'est-ce qui s'est passé? Non seulement notre cerveau s'est agrandi, hein, jusqu'à atteindre 2 mètres carrés, notre cortex. Un cortex, il faut voir qu'un cortex, c'est 2 mètres carrés hein, chez l'homme. L'épaisseur, c'est 4 mm, donc c'est pas grand-chose. C'est-à-dire que votre cortex, vu de là où vous êtes, vous ne pouvez pas le voir entre mes deux doigts, parce que c'est vraiment, enfin, pour ceux qui ont une mauvaise vue. Mais par contre, la surface, c'est quand même plus grand que cette table. Hein. Bon, ça se replie, ça se met dans la boîte. Mais chez les animaux moins développés sur le plan cortical que nous, la surface est plus petite. Mais non seulement la surface est plus petite, mais les bords sont différents. C'est-à-dire que, par exemple, on va proportionnellement donner plus de place pour la cuisine et moins de place pour la salle de bain, plus de place pour la salle à manger, etc. Donc les gènes architectes, ceux qui font ces bords, dessinent des structures qui sont des structures différentes et vont donner donc des modifications des capacités cognitives de l'animal. C'est-à-dire que si vous donnez plus de place aux aires du langage ou plus de place aux aires cognitives et moins de place aux aires de l'odorat, proportionnellement, et en plus vous augmentez la surface, vous la faites passer de 1 mètre carré à 2 mètres carrés, vous avez un très grand salon, hein, d'une certaine façon. Donc il est important de comprendre que ces gènes hein, qui sont impliqués là vont déterminer où on met les bords. Donc de nouveau, c'est un problème de développement, c'est-à-dire au cours du développement, l'expression de ces gènes va me dire où je mets les bords, c'est-à-dire quelle surface de mon cortex je vais allouer à telle ou telle modalité cognitive, ou visuelle, ou auditive, ou olfactive. Et puis, au cours de l'évolution, eh bien, non seulement la surface totale augmente, hein, mais les bords bougent. Et donc, on comprend très bien que le niveau d'expression de ces gènes, ou le temps de leur expression, va être un des facteurs qui va réguler l'évolution. C'est-à-dire qu'il va faire quand même que nous sommes certes des singes, hein, mais peut-être des singes qui ont un grand salon et une petite cuisine. Donc, ça, on a voulu tester une chose comme ça hein, chez la souris. Donc, par exemple, vous avez ici 2 gènes de la famille, qui s'appellent EMX, qui s'appelle PAX6, c'est pas très grave, les noms ne sont pas importants. Et celui-là, il est exprimé dans les régions postérieures, celui-là dans les régions antérieures. Et maintenant, vous allez vous amuser à supprimer l'un de ces gènes, à diminuer son expression. Et qu'est-ce qui se passe? Là, vous avez les aires motrices, les aires sensorielles, vous allez voir ce que ça veut dire. Là, les aires visuelles. Et si maintenant, vous supprimez ce garçon-là, EMX2, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous voyez que vos aires visuelles diminuent, mais que vos aires somatosensorielles augmentent. C'est-à-dire que vous avez déplacé les bords. Non seulement vous avez déplacé les bords, mais vous avez donné plus de place aux aires sensorielles. Si maintenant vous supprimez PAX6, qu'est-ce qui se passe? C'est le contraire. Vos aires visuelles augmentent énormément, mais vos aires somatosensorielles diminuent. Donc en jouant simplement sur 2 gènes comme ça chez une souris, là c'est une souris, hein, en jouant comme ça sur 2 gènes d'une souris, vous êtes capable de modifier le bord, c'est-à-dire en fait de faire de l'évolution expérimentale. C'est pour ça qu'on appelle ça EVO-DEVO. Hein. Donc grâce à la connaissance de ces gènes et à la capacité que nous avons de les manipuler dans l'animal, nous sommes capables aujourd'hui de faire de l'évolution expérimentale, d'une certaine façon, et de comprendre la logique du développement du système. Alors, qu'est-ce que c'est les aires sensorielles, les aires motrices? Là, vous avez par exemple une représentation très, très claire. Voilà ici les aires motrices, motrice 1, motrice sensorielle 1, etc. Ce sont des représentations du corps. C'est-à-dire que ce sont des réseaux de neurones qui représentent votre corps, celui que vous voyez le matin dans la glace quand vous prenez une douche, plutôt quand vous en sortez. Donc, et ça, ce sont des représentations. On reconnaît l'animal, hein, là c'est une souris, un petit peu, et là vous reconnaîtrez parfaitement Homo sapiens, hein, c'est un homunculus moteur en l'occurrence, et vous voyez que bien qu'on le reconnaisse, il est extraordinairement déformé. Hein. C'est-à-dire qu'il a une main énorme, hein, et il a une langue qui est assez considérable, surtout si vous comparez à la taille de la jambe ou du fessier. Hein. Il a aussi des lèvres extrêmement puissantes. Et cette taille de la représentation corticale, en fait, c'est vous, hein, autant que ce que vous regardez dans la glace, c'est la même chose. C'est même peut-être plus important. Parce qu'on peut, avec des machines, et ça j'en parlerai la semaine prochaine, dans 15 jours, on peut imaginer avec des machines se passer d'un corps, mais on ne peut pas se passer d'un cerveau. Donc ça, c'est une chose importante, parce que dans le cerveau, vous avez tous ces petits corps qui se promènent,
Et la densité, la taille en fait, des organes cérébraux est proportionnelle à la densité d'innervation que vous avez dans l'organe qui est représenté. Donc si la main est très représentée, c'est parce qu'en fait la main est sensoriellement extraordinairement représentée. La main est extrêmement fine chez Sapiens, hein, en particulier. Donc ces représentations, alors chez le singe, alors vous voyez ici par exemple, vous avez un kinkajou ou un lémurien, vous voyez que chez il n'y a pas de grosse différence, d'une certaine façon, c'est le même principe. C'est le même principe de construction. Sauf que dans ce principe de construction, eh bien, on a agrandi certaines régions, on a diminué certaines d'autres, et surtout, on a augmenté la taille totale du système. Donc, comme je vous le disais, c'est très mal proportionné, parce qu'en fait, la carte sensorielle, hein, au niveau du cortex, là, c'est un homonculus sensoriel. Vous pouvez voir que dans le homonculus sensoriel, ce qui reçoit les informations sensorielles, c'est assez simple, c'est-à-dire que si ça vous démange ici, hein, vous savez que ça vous démange ici. Et si vous savez que ça vous démange ici, c'est parce qu'en fait, vous le sentez avec le cerveau. Et si votre bras est capable d'aller là où ça vous démange, hein, c'est parce que l'homonculus sensoriel qui sait où ça le démange est capable d'envoyer l'homonculus moteur gratter là où il faut, parce que c'est le cerveau qui dit je vais là. Hein, et c'est le cerveau qui sent que ça le démange là. Et donc, c'est parce que le corps monte dans sa représentation et peut redescendre dans le système moteur que vous êtes capable de faire des choses aussi simples que de vous gratter ici quand ça vous démange et pas là, par exemple. Ce serait tout à fait inutile. La taille de ces homonculi est donc, je disais, proportionnelle à la surface d'innervation, et ça, vous le voyez très bien chez ces animaux. Là, par exemple, ici, un rongeur quelconque, chez un insectivore quelconque, je crois que c'est un hérisson. Voilà la taille normale du hérisson. Hein, ça, c'est un hérisson normal, enfin, tel que vous l'écrasez quand vous traversez la route. Et ça, c'est le hérisson du cerveau du hérisson. Hein. Donc vous voyez qu'il a un museau surreprésenté. Hein. Vous voyez que la plupart de ces animaux, en fait, ont des museaux surreprésentés. Parce que le museau est un système extraordinairement énervé, extrêmement sensible, le museau d'une souris, par exemple. Ben justement, voilà le museau d'une souris. Hein, vous savez qu'à la surface du nez d'une souris, vous avez des poils. Les souris, ce n'est pas des poils qu'elles ont. En fait, ce sont des terminaisons nerveuses. Ces petits trucs blancs ou noirs que vous voyez sous le nez de la souris, sur les joues de la souris, ce sont des terminaisons sensorielles. Hein. Si j'avais vu une souris, par exemple, avec un espace, elle avance le nez, et avec ce qu'on appelle ses vibrisses, qui sont en fait ses poils, qu'est-ce qu'elle fait elle regarde la distance. Hein, et quand la distance est OK, elle saute. Mais son nez et son museau est extrêmement informé. Donc ça, ce sont des rangées de récepteurs, hein, qui envoie l'information via un neurone vers le tronc cérébral, c'est-à-dire en fait vers la moelle épinière, puis vers une structure corticale sous-corticale qu'on appelle le thalamus, puis vers le cortex. Et vous voyez que chacune de ces vibrisses, chacun de ces poils, chacun de ces récepteurs est représenté par une structure au niveau du cortex. C'est-à-dire que le museau remonte vers le cerveau. Pour y remonter, il y est déjà, mais il faut qu'il soit confirmé. Si vous n'utilisez pas votre museau, vous n'avez plus de représentation au niveau du cerveau. C'est-à-dire que si vous prenez une jeune souris, hein, et que vous lui supprimez une rangée de vibrisses avant le 7e jour postnatal, c'est quand même relativement tard pour une souris, les souris sont adultes vers 6 semaines, elles se reproduisent vers 6 semaines, eh bien vous voyez qu'il vous manque cette région-là, c'est-à-dire que la région correspondante a disparu dans le cerveau. Et les autres se sont agrandis, c'est-à-dire que les autres prennent de la place. C'est-à-dire que ceux-là vont être surreprésentés au niveau cortical, et ceux-là ne vont pas être représentés du tout parce que simplement, elles sont absentes. C'est une plasticité qui est une plasticité importante, c'est-à-dire que ça veut dire que la construction des représentations dans le cerveau est quelque chose qui est soumis à une certaine plasticité, c'est-à-dire qu'on peut la modifier. Là, ce que vous avez, c'est des régions qui sont des régions chez l'homme de l'auriculaire et du pouce, hein, dans le cortex, et vous voyez qu'on peut mesurer, par des techniques d'imagerie, l'intensité de l'activité de cette région chez différents sujets, et en particulier chez des sujets normaux, enfin, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas musiciens, voilà, ici. Hein. Mais si vous apprenez le violon, hein, à 5 ans, vous voyez que tout d'un coup, votre main se développe beaucoup plus dans le cortex, c'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus représentée, elle est beaucoup plus fine. C'est-à-dire que vous développez une sensorimotricité qui n'est pas uniquement au niveau de l'agilité manuelle, bien entendu, mais qui est aussi au niveau de l'agilité manuelle corticale. C'est-à-dire que ça remonte là-haut. Et donc ça, c'est lié au fait que vos synapses sont plus actives, qu'elles sont plus étendues, qu'elles sont plus nombreuses, parce qu'en fait, votre main est plus richement représentée dans le cortex. Et ça peut, on peut acquérir ça si on apprend à jouer du violon à 5 ans,
à 10 ans, à 15 ans, c'est encore bon, vers 20 ans, c'est un peu plus difficile d'augmenter, mais ça augmente quand même. C'est-à-dire que même si vous apprenez tard, vous ne serez jamais un virtuose sur le plan manuel de votre instrument, mais vous allez augmenter par rapport, évidemment, à ce que ce serait si vous n'aviez jamais touché un instrument de musique de cette nature. Donc ça, c'est pour vous dire que, bien entendu, il y a une part génétique qui est importante dans la construction de ces représentations, mais que la part qui vient de l'extérieur, c'est-à-dire de l'expérience que nous vivons tous les jours, des interactions que nous avons avec l'environnement, eh bien, est importante aussi dans la construction de ces représentations, et d'une façon plus générale, pour ce qui est du cortex cognitif, de la construction et de l'intensité, je dirais, de la densité, de toute façon, du système nerveux au niveau des synapses et des interactions neuronales qu'on a dans cet organe cérébral qui nous parasite. Donc, un tout petit peu pour résumer ce que je viens de vous dire avant de passer à la suite. Ce que nous avons, c'est le plan de l'organisme qui est sur 4 chromosomes. C'est ce qu'on passe de génération en génération à nos descendants. Vous avez la construction de cet homonculus que j'ai appelé l'homonculus du miroir, qui est entièrement lié, pour une grande part lié, si vous voulez, à l'expression des gènes le long de ces complexes OX, par le fait de la collinarité, c'est-à-dire qu'il y a une collinarité entre les sites, la localisation de ces gènes le long de ces complexes, leur site d'expression et les organes dont ils régulent le développement. La tête est un cas à part, hein, la tête est un cas à part, elle est construite par d'autres gènes de la même famille mais qui ne sont pas sur ces complexes. Et la représentation du corps dans les organes cérébraux est liée évidemment à la densité d'innervation le long de ces organes, mais aussi à l'activité qui est menée par l'organisme, c'est-à-dire que si on veut vraiment développer pleinement la potentialité complète des homonculus cérébraux, eh bien, il faut se servir des organes dont la nature nous a donné l'usage, bien entendu. Il ne s'agit pas uniquement des organes moteurs ou des organes sensoriels, c'est-à-dire qu'il s'agit, je parle ici pour tous les organes et tous les modes d'interaction qu'on peut avoir avec un environnement. Alors maintenant, pour revenir à cette question de l'évolution, donc il faudrait même que vous ayez quelques repères. Enfin, je pense que certains d'entre vous les ont déjà, mais le désavantage de parler devant une assemblée aussi hétérogène, j'imagine, c'est que non, il y a des gens qui s'ennuient, il y a des gens qui ne comprennent rien, des gens qui s'ennuient parce qu'ils en savent trop, des gens qui s'ennuient parce qu'ils n'en savent pas assez, et que la frange de gens à qui on s'adresse réellement est probablement 1/10 des gens qui sont dans la salle. Mais il n'y a pas de contrôle des connaissances à l'entrée, et par conséquent, c'est très difficile d'ajuster complètement. Donc là, ce sont des choses que probablement beaucoup d'entre vous connaissent, mais que je pense qu'il n'est pas inutile de rappeler. La Terre, environ 6 milliards d'années. Les premiers êtres vivants sur Terre, 3,5 milliards. 3500 millions d'années, ce sont des bactéries. Et puis, les premiers protozoaires, environ 1 milliard d'années. Les premiers métazoaires, 600 millions d'années. C'est là que vivait notre ancêtre commun avec les arthropodes. Celui qui est parti d'un côté vers les arthropodes, de l'autre côté, on est parti vers les vertébrés. Ensuite, 500 millions d'années, donc là, on a déjà des vertébrés qui sont là, donc agnates, sans mâchoire, les gnatostomes, et il y a des grandes radiations, y compris, et la grande radiation, vous connaissez bien, c'est celle du tertiaire, avec la radiation des reptiles, tous les dinosaures et autres bestioles qu'on voit dans tous les dessins animés. Les oiseaux, qui sont arrivés à ce moment-là, et moins 70 millions d'années, c'est la fin du tertiaire, c'est la mort des dinosaures, c'est la mort des grands sauriens. On ne sait pas très bien pourquoi. Il y a des gens qui pensent qu'il y a eu des chocs avec des météorites, qui sont genre truc. Il y a des gens qui pensent qu'il y a des éruptions volcaniques. Toujours est-il que c'est l'extinction des sauriens. Et c'est là que nous, les mammifères, on en a mis un coup avec le tertiaire, qui est la grande radiation des mammifères aux insectes. Et puis, il y a 1,1 million d'années, commence le quaternaire, qui est en fait l'ère de Homo, l'ère de Sapiens, vous allez voir. Alors, nous sommes des singes, mais ça, c'est la version optimiste. Alors, je vais vous montrer qu'en fait, nous sommes peut-être encore moins que des singes, si on veut vraiment rester à une problématique de la nature. Alors, je vais revenir maintenant sur les mouches, et je vais revenir sur les mouches à propos du cerveau. Parce que vous êtes assez près, je pense, à imaginer que jusque-là, on est des mouches, voire des singes. Mais l'idée qu'on puisse être des mouches ou des singes au-delà, c'est-à-dire jusque dans cet organe qui est quand même, dont vous pensez, et je crois à juste titre, qui fait la spécificité de notre espèce, mais ça on en parlera dans 15 jours,
Mais si je vous dis que les règles de développement et les gènes qui sont impliqués dans la construction d'un cerveau de mammifère et d'un cerveau d'homme sont assez proches de ce qui se passe chez une mouche, vous n'allez peut-être pas être content. Mais c'est pas grave, j'ai pris le risque. Donc, les mouches ou les insectes n'ont pas une feuille comme nous, une grande feuille, c'est un plan. Elles ont des ganglions. Donc, c'est différent, et peut-être qu'on pourra en parler, si vous voulez, dans une discussion. C'est l'invention du plan, quelque chose de très important dans le développement du cerveau des vertébrés. Mais chez les invertébrés, ce qu'on a, c'est des ganglions. D'ailleurs, ça met une certaine limite à la croissance du cerveau des invertébrés, parce qu'un ganglion, quand ça grossit, le rapport surface-volume n'est pas très bon. Il y a des problèmes d'irrigation des régions internes au ganglion, et puis il y a des problèmes de poids. Tandis qu'augmenter la surface d'une feuille de papier à cigarette, donc on peut le replier dans la boîte crânienne, c'est pas très grave, c'est pas très compliqué. Toujours est-il que chez la drosophile, vous avez plusieurs ganglions, et en particulier vous avez des ganglions cérébraux qu'on appelle B1, B2, B3, ce sont des chaînes ganglionnaires, et ça, c'est le cerveau de la mouche. Voilà. Maintenant, tout à l'heure, je vous ai montré des gènes qui s'exprimaient dans le cerveau antérieur chez l'homme, ou chez la souris, mais chez l'homme, ce sont les mêmes. Et vous pourriez dire, bon, mais ces gènes-là, ils ne s'expriment pas chez le cerveau de la mouche. Seulement, ça n'a pas de chance parce que ces gènes ont été découverts chez les vertébrés sur la base de la structure, d'homologie structure avec ceux qu'on a déjà découverts chez la mouche. Donc en fait, si vous regardez les gènes qui sont exprimés dans les régions antérieures du système nerveux de la mouche, en fait dans le cerveau de la mouche, vous réaliserez assez vite qu'ils sont orthologues, qui sont similaires, qui sont très proches des gènes qui sont exprimés dans les régions antérieures du cerveau de la souris et de l'homme. Et on va juste prendre un exemple qui est avec un de ces gènes. Ce gène, je l'appelle OTD. OTX, OTD. C'est pas grave. OTD, c'est chez la mouche. OTX2, c'est chez la souris. Voici ici un cerveau normal de mouche. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je retire le gène OTD par des techniques de génétique. Bon, ça n'a pas tellement d'intérêt. Qu'est-ce qui se passe? Ma mouche perd la tête. C'est-à-dire que ma mouche perd la région antérieure. C'est un gène qui est absolument indispensable pour que se développe la région antérieure du système nerveux chez les arthropodes. Non, je prends une souris et je retire le gène OTX. Qu'est-ce qui lui arrive? Elle perd la tête. Non seulement ces gènes se ressemblent sur le plan structurel, mais sur le plan fonctionnel, si je retire un chez l'un et l'autre chez l'autre, j'ai le même phénotype. Ce gène est exprimé dans tous les animaux. C'est-à-dire qu'en fait, ça, ce qui est important, c'est de savoir que quand on regarde les orthologues, c'est-à-dire les homologues structuraux de ces gènes OTX, j'oublie OTX1 aujourd'hui pour être plus simple, on va prendre OTX2, vous allez le voir en fait chez tous les animaux, y compris chez les hydres, chez les diploblastes, chez les animaux qui n'ont que deux tissus. Donc en fait, c'est un gène très ancien, et ça vous dit une chose qui encore nous amène à une certaine modestie, c'est que le cerveau n'est pas né avec les vertébrés. Le cerveau, en tant qu'il est un organe qui est marqué par l'expression d'un gène qui permet la construction du cerveau nervant, était déjà là chez l'ancêtre que nous partageons avec les mouches, et même bien avant, parce qu'il était là déjà chez les hydres, chez les animaux extrêmement primitifs. Donc l'idée que le cerveau est quelque chose qui s'est ajouté au moment où les vertébrés sont arrivés et qui s'est développé fantastiquement à ce moment-là, sont deux idées différentes. Il ne s'est pas ajouté, il s'est développé fantastiquement, il ne s'est pas ajouté, il était déjà présent chez l'ancêtre. Ici, par exemple, la taille du domaine d'expression des gènes OTX chez la souris, ici chez la lamproie, ici chez Amphioxus, qui est le dernier qui a eu un seul complexe OX avant les deux duplications qui nous donnent nos quatre complexes, ici chez la Cidie, qui est en fait un protocordé, et qui est, Darwin l'avait déjà d'ailleurs pressenti, en fait l'ancêtre de l'homme. Le vrai ancêtre de l'homme, c'est la Cidie, c'est pas le singe. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je prends une souris, d'accord? Et je lui retire, je lui ai dit, le gène OTX. Qu'est-ce qui se passe? Quand je retire le gène OTX à ma souris, elle perd la tête. Je ne vous ai pas montré l'image, mais elle perd la tête. Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et la souris perd aussi la tête. Et la mouche perd aussi la tête. Maintenant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une mouche, on a retiré le gène de mouche et on a rajouté le gène humain. Ça, c'est permis. On a aussi rajouté le gène de souris. Et la mouche récupère la tête. Donc si vous mettez un gène de vertébré dans le génome de la mouche, qui était elle-même privée de son gène de mouche,
la mouche récupère la tête. Ça, c'est quand même formidable. Hein. Mais ce que vous sentez bien qui est plus formidable, c'est est-ce que ça marche dans le sens inverse. Si je retire le gène chez l'homme, chez la souris en l'occurrence, et que je mets le gène de mouche, est-ce que la souris récupère la tête? Voilà. Donc, ça, OTD, c'est le gène de mouche. Le gène de mouche, je l'ai mis à la place du gène de souris. Là, j'ai mis juste la partie codante. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que la tête commence à se développer et elle s'arrête. C'est pas joli à regarder. Hein? D'accord? Mais si j'ai mis la partie codante et j'ai mis les régions flanquantes, celles qui régulent l'expression du gène, pas le gène lui-même, juste ce qui régule l'expression du gène, je récupère une souris avec une tête tout à fait correcte. Et je pense qu'on peut dire que ce serait la même chose pour Sapiens. C'est-à-dire qu'en fait, on peut complémenter génétiquement le gène, la mutation chez la mouche, par un gène qu'on a été prendre chez la souris, et qu'on peut complémenter génétiquement une mutation chez la souris par un gène qu'on a été prendre chez la mouche. À condition évidemment qu'on ait mis les séquences qui régulent l'expression de ce gène. Donc ça nous dit deux choses. C'est que, oui, hein, ça rend modeste quant à l'origine du cerveau. Ça montre aussi que finalement, les gènes, c'est pas si important que ça. Parce que même s'ils ont les mêmes gènes que nous, ils ne font jamais un cortex comme le nôtre. Donc il faut relativiser l'importance de la génétique de ce point de vue. Surtout, ce qui est très intéressant, c'est que ce qui compte le plus dans cette affaire, ce sont les séquences régulatrices. C'est-à-dire qu'au fond, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a une régulation, c'est-à-dire un niveau d'expression, un temps d'expression et un lieu d'expression, qui est en fait le phénomène majeur pour savoir si on va avoir un cerveau qui va avoir une région plus ou moins grande à l'avant. Et ces séquences régulatrices, ce sont des séquences qui ont probablement été énormément modifiées au cours de l'évolution. C'est-à-dire que si vous allez exprimer un gène plus longtemps, un gène de développement comme ça, eh bien évidemment, vous allez modifier la forme de votre cerveau. Alors, moi j'aime bien cette idée que... alors évidemment c'est choquant un petit peu comme ça, c'est surtout je dirais dramatique, mais il faut savoir qu'un gène c'est jamais que ATGC. Hein, et les nucléotides chez la souris, chez la drosophile ou chez l'homme c'est les mêmes. Hein. Donc c'est pas si choquant que ça, c'est spectaculaire parce que ça nous met le nez, hein, je crois, sur le fait que nous sommes des bêtes. Hein. Ça je crois que là on ne peut plus y échapper. Et puisque nous sommes des bêtes, nous sommes aussi des singes. Hein, donc c'est un petit peu ça que je veux dire. Oui, non, nous sommes des singes. Quoi. Ça, on ne peut pas l'éviter. Nous sommes des singes, mais enfin bon. On va faire une petite introduction pour la fois suivante. C'est quoi les singes? Hein? Ce sont des primates. Donc on a plusieurs ordres chez les primates. On a donc, nous, on est des anthropoïdes, hein, jusqu'à la preuve du contraire. Donc nous sommes même des anthropoïdes de l'ancien monde. Nous sommes des hominoïdes. Et les hominoïdes comprennent à la fois les grands singes, c'est-à-dire le gorille, hein, et les chimpanzés, et puis les humains. Hein. Vous avez les macaques, qui sont les singes de l'Ancien Monde, et puis les singes du Nouveau Monde, évidemment. Évidemment, ça c'est... il y a eu des petites spéciations, mais tous ces animaux ont des ancêtres communs. Et là, si on va plus bas, on va trouver l'ancêtre commun qu'on a avec la mouche, un peu plus bas. Hein. Donc... toutes ces bêtes, nous compris, évidemment, nous partageons des ancêtres communs. Dans la superfamille des hominoïdes, qui est donc notre famille, hein, nous sommes des singes, bien entendu, eh bien, nous avons un ancêtre commun assez récent, hein, mais on ne sait pas très bien qui c'est, pour l'instant. Alors, il y en a qui parlent de Toumaï, hein, 15 millions d'années. Hein. Un ancêtre commun entre les gorilles, les chimpanzés et Sapiens. Et Sapiens, dans sa prétention infinie, s'était mis plus loin du chimpanzé, c'est-à-dire qu'il pensait que le chimpanzé était plus près du gorille que de l'homme. En fait, c'est tout à fait faux. Hein. Ces deux oiseaux ici, les chimpanzés, Prothroglodytes et Panpeniscus, sont plus proches de Sapiens qu'ils ne sont proches du gorille. Sur le plan génétique, si vous regardez les similitudes génétiques entre ces trois espèces, 4 en l'occurrence, eh bien vous réaliserez que nous avons une plus grande proximité. Surtout que le chimpanzé a une plus grande proximité avec nous qu'il n'en a avec le gorille. Donc en fait, le chimpanzé, tout d'un coup, est passé chez les hommes. C'est un homo.
Homo pan paniscus, Homo pan troglodytes en l'occurrence. Il reste qu'il y a des gènes de gorille, que nous avons des gènes qui sont plus proches des gènes de gorille homologues, orthologues, que des gènes de chimpanzés. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes aussi une sorte de chimère génétique. Nous avons des gènes de gorille, nous avons des gènes de chimpanzés, nous avons des gènes qui sont plus proches de ceux du gorille que ceux du chimpanzé, même si massivement, nous sommes beaucoup plus près du chimpanzé, nous aussi, que du gorille. Alors, quels sont les gènes qui sont plus proches chez nous du gorille que des chimpanzés? Ça, c'est un problème mineur. Hein? Au point de vue du temps, cette séparation s'est faite, on ne sait pas très bien. Hein, c'est-à-dire que probablement, je dirais, de l'ordre de 15 millions d'années. Hein. Et c'est là qu'on va chercher le premier ancêtre, pour ce qui est de ce rameau, hein, parce qu'il y en a des ancêtres, on en a plein. Depuis le premier, plutôt le dernier être unicellulaire, on n'a que des ancêtres. Et c'est là que j'aimerais commencer à vous introduire, parce qu'on va s'arrêter dans une dizaine de minutes, à vous introduire un tout petit peu la transition de ce qui s'est passé dans 15 jours. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'un cerveau? Hein, qu'est-ce que c'est qu'un cerveau? Un cerveau, c'est une machine à bouger. Les plantes n'ont pas de cerveau. Hein. Vous avez remarqué, les plantes n'ont pas de système nerveux. Et les plantes n'ont pas de système nerveux parce que pour eux, toute la vie est simple pour les plantes. Hein. Elles se nourrissent par les racines. Les minéraux arrivent et grâce à la photosynthèse, l'énergie vient du soleil, pas besoin de bouger, transforme ça en molécules organiques. Hein. Et pour ce qui est de la reproduction, il y a le vent, il y a les insectes hein, qui amènent les organes sexuels au contact les uns des autres. Et comme ça, tout se passe bien, une plante ne bouge pas. Bon, évidemment, il y a quelques plantes qui bougent, mais c'est quand même une exception, les plantes qui bougent. Pour les vertébrés, pour les animaux, c'est complètement différent. Les animaux sont obligés de bouger pour attraper leur nourriture, sont obligés de bouger pour attraper un partenaire sexuel, sont obligés de bouger pour éviter d'être mangés ou pour éviter un partenaire sexuel. Donc, essentiellement, c'est une machine à s'orienter dans l'espace, soit de façon positive, soit de façon négative. Mais fondamentalement, c'est à ça que ça sert, un cerveau. Ça sert à se déplacer en fonction de ce qu'on peut explorer dans l'environnement grâce à nos organes sensoriels. Hein. Les yeux, les oreilles, le nez, l'odorat, etc. Donc, il y a donc une relation de linéarité entre la taille de l'animal hein, et celle de son cerveau. Parce que plus il est gros, et plus il faut de place pour mettre des homonculus qui sont plus gros. Hein, c'est-à-dire qu'il faut représenter plus de surface. Si j'ai une très grande surface de corps, j'ai une très grande surface de système sensoriel, j'ai une très grande surface là-haut, donc il faut que mon cerveau grandisse à la surface. Donc il y a normalement une règle de linéarité relativement simple entre, là c'est le volume, parce que c'est des gens qui croyaient encore que c'était le volume qui compte, mais en fait c'est la surface. Mais il y a un rapport entre le volume et la surface, donc ça reste relativement juste. Vous voyez qu'il y a un rapport de linéarité entre, si vous regardez les chimpanzés, quand le poids du corps augmente, hein, bien, je reste sur une même ligne quand je suis dans Pan paniscus, Pan troglodytes ou le gorille. Mais dès que je passe chez les australopithèques, par exemple, qui sont donc nos grands ancêtres, hein, Lucie, Toumaï, hein, lequel, enfin, probablement Lucie, 4 millions d'années, 4-5 millions d'années, Lucie. Vous voyez que déjà, hein, il y a Homo habilis, qui est quand même, c'est pas un génie Homo habilis, hein, c'est 600 cm3 en gros. Hein. Donc, dès que... Oui, 600 cm3, oui. Donc, si je passe à Homo habilis, mais quand même si ce n'est pas des génies, hein, je vous montrerai pourquoi ce n'est pas un génie, parce qu'il a un cerveau qui se développe trop vite. Mais si ce n'est pas un génie, eh bien, il est quand même déjà au dehors de l'épure. Vous voyez que... Alors, évidemment, Homo erectus, très élevé, et puis Sapiens, avec ses 1500 cm3, est complètement en dehors de l'épure somatosensorielle. C'est-à-dire qu'il a un système nerveux qui lui sert pas... qui n'est plus un arc réflexe d'une certaine façon. C'est-à-dire, je vois quelque chose qui me plaît, je l'attrape, quelque chose qui me fait peur, je le déplace. C'est un système qui a déjà développé des interfaces multiples, hein, et essentiellement de nature linguistique et cognitive, qui fait qu'on est... C'est sûr qu'on est des bêtes, hein, mais cette position tout à fait atypique des différents homos montre qu'on n'est pas des bêtes tout à fait comme les autres, et qu'on n'est pas des singes tout à fait comme les autres, même si je fais appel aux singes qui sont les plus proches de nous, hein, et qui, ici, ont quand même 98% de matériel génétique en commun avec nous. C'est-à-dire que la différence sur le plan génétique entre un chimpanzé et un homme, c'est de l'ordre de 2%. Hein. Donc, mais c'est 2% qui comptent. Hein. C'est pour ça que nous sommes à la fois des singes, ce que j'essaie de vous faire
acceptée aujourd'hui, mais je pense que après que Joëlle Proust n'est pas là avec vous, elle est certaine que vous êtes convaincu que vous êtes des singes. Mais qu'en même temps, évidemment, vous n'êtes pas des singes. Hein, parce que si vous étiez des singes, hein, vous seriez, avec vos 70 kilos, vous seriez là. Hein, vous auriez environ 450 cm3. Alors, je dirais 500 cm3, c'était bien assez. Hein. De toute façon, la catastrophe, c'est ces 1500 cm3. Nous sommes tous bien conscients que ça, c'est le drame. C'est-à-dire qu'il s'est passé un truc tout à fait monstrueux, hein, totalement incongru, que ce truc-là s'est mis à pousser de façon totalement incontrôlée, hein, et nous a envoyés sur la Lune, certainement, hein, c'est vrai, mais en même temps à créer les conditions du désastre, hein, de l'angoisse, de la conscience de la vieillissement, de la mort, de la fabrication des armes, de trucs. Bon, c'est beau, hein, mais en même temps, c'est tragique. C'est-à-dire que moi, je pense que 500 cm3, ça aurait été bien. Mais il n'y a pas de marche arrière. Donc maintenant, on a nos 1500 cm3. Donc, à la fois, nous sommes des singes, et il faut le reconnaître, nous ne le sommes pas. Hein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'en fait, il y a eu un problème de ralentissement fantastique du temps du développement. Hein. Donc, si là, vous regardez cet article-là qui est sorti dans Nature il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, qui est intéressant, ce qui se passe chez l'homme, c'est qu'il a un développement extrêmement lent. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand un enfant de cheval sort du cheval, hein, il gambade, il se balade, etc. Le petit homme, on n'a pas intérêt à le laisser sur le bord de la route parce qu'il faut quand même quelques années avant d'être capable d'être autonome. Et en plus, évidemment, extraordinairement démuni. Il faut y penser, c'est quand même quelque chose d'absolument extraordinaire parce que cette mutation s'est faite très rapidement. Hein, on en parlera dans 15 jours. C'est quelque chose qui s'est produit en quelques milliers d'années. C'est-à-dire que la naissance de Sapiens, c'est 100 000 ans, peut-être 200 000 ans, pas plus. Alors maintenant, ça vous paraissait beaucoup au début de la soirée, mais pour certains d'entre vous, mais en fait, vous vous rendez compte que c'est rien du tout. C'est 4 secondes dans une journée de 24 heures. 1, 2, 3, 4, ça y est. Hein. 1, 2, 3, 4, qu'est-ce qu'il y aura? Ça, j'en sais rien, mais je ne suis pas sûr qu'on tienne 100 000 ans encore. Donc, ça a été un truc très rapide, et tout d'un coup, c'est une espèce de néothène, c'est-à-dire d'individus totalement inaptes à se défendre. Ils étaient quelques milliers, quelque part au centre de l'Afrique, peut-être 10 000, hein. Des fois, il y a eu des bottlenecks, ça s'est réduit, on est resté 500 ou 600 sapiens dans un coin. Ils ont réussi, malgré cette espèce de nudité, de faiblesse, d'inaptitude, pas de crocs, pas de griffes, à résister à toutes les bestioles qui étaient quand même là. Hein. Il y avait les lions, les tigres, tout le monde était présent. C'est-à-dire que, et ça, c'est lié à ces 1500 cm3. Hein. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu les 1500 cm3, on ne s'en serait jamais sorti. C'est lié aux structures sociales qui sont développées, c'est lié aux structures d'entraide, c'est lié aux structures d'élevage de l'enfant, à la fabrication des outils, des armes, du feu, etc. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait étonnant. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est ce développement du cerveau qui est lié essentiellement à un ralentissement du développement. Ce que vous pouvez voir ici, c'est une étude qui a été faite sur des Homo habilis et sur des singes. Vous voyez ici qu'à la naissance, hein, chez un homme, ici, vous avez Sapiens, hein, le cerveau est à 10% de sa taille maximale. C'est-à-dire qu'à la naissance, il faut encore construire 90% du cerveau. Chez un chimpanzé, ici, Pan, à la naissance, vous êtes à 45-50% de la taille du cerveau. Et à 1 an, en gros, je dirais, ou 1 an et demi, le chimpanzé, il est terminé, alors que le pauvre Sapiens, hein, lui, il est encore à 20-30%. Hein. Donc il a encore tout ça à construire. Et son cerveau n'est terminé que vers 8-10 ans. Hein. Donc ce ralentissement incroyable du développement, c'est-à-dire qu'en fait c'est le temps du développement qui s'est ralenti, il ne s'est pas ralenti de la même vitesse pour tous les organes cérébraux, vous savez qu'on a plusieurs organes cérébraux, donc c'est probablement dans des dérégulations de l'expression de ces gènes de développement qui construisent le système nerveux qu'il faut expliquer à la fois cette grande taille, hein, ces 2 mètres carrés, hein, c'est 1500 cm3, l'accident, quoi. Le corps n'a pas suivi, il faut quand même se rendre compte. Hein. On a un corps qui n'a pas du tout suivi le cortex. C'est ça le problème. Le problème, c'est qu'on est complètement en arrière. C'est pour ça qu'on s'invente des prothèses. Hein, des ordinateurs, des machins, des trucs, il faut des prothèses. On ne peut pas faire ça. Et donc, mais l'accident, c'est ce qui fait que nous ne sommes pas évidemment, des singes.
Donc, je vous laisse avec ça pour la semaine prochaine et avec cette dernière diapositive qui vous indique un peu de quoi nous parlerons. Évidemment, de l'origine du langage, hein, de la différence de ce point de vue entre les chimpanzés et nous, parce qu'en fait, les singes, quand même, oui, ils ont comme une certaine expression. Ils sont des bêtes, mais ils sont quand même assez proches de nous. Et puis, évidemment, de l'avenir, parce qu'on ne peut pas en rester là. Hein. On a ces 1500 cm3. Et c'est une contrainte inéluctable, c'est-à-dire qu'il va falloir continuer à évoluer. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Et donc, nous avons deux solutions que n'ont pas les singes. La première, c'est la transgénèse, hein, c'est-à-dire modifier le génome de l'homme, la technique. Et la deuxième, c'est des choses sur lesquelles j'aimerais discuter avec vous, qui sont en fait augmenter encore ses capacités mentales. Mais pas par des techniques génétiques. Moi, je trouve un tout petit peu primitif les techniques génétiques. Mais par des techniques plutôt épigénétiques, du genre microchips dans le cerveau, des choses comme ça, pour augmenter évidemment nos capacités intellectuelles. Et ça, ce sera, nous ne sommes pas des singes, et ce sera pour dans 15 jours. Et je vous remercie.